Une maison sur 3 a une marge de crédit hypothécaire, une maison sur 3 n'a pas de dette et une maison sur 3 a un taux fixe renouvelable aux 5 ans. Le consommateur commence à vivre ces hausses-là. Puis c'est pas évident pour certaines personnes, même ceux qui ne sont pas propriétaires de maison. Là, il y a de l'inflation alimentaire, l'inflation aussi au niveau de l'essence. Ce qui a vraiment fait que l'économie n'a pas ralenti aussi vite que plusieurs analystes s'attendaient, c'est les salaires. Les salaires après inflation, aujourd'hui, par rapport à ce qui était avant le COVID, sont vraiment plus élevés. Mais il y a quand même une limite. Donc, est-ce qu'en juin, on va avoir une baisse? Moi, je pense que oui, mais c'est certain que moi, je crois que le processus, s'il ne commence pas là, ça va être en juillet. Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et aujourd'hui, c'est Simon Plante qui fait un retour sur le podcast. On ne l'a pas eu depuis un certain temps maintenant, mais on devait parler de la dynamique économique. On devait parler également à savoir si les taux d'intérêt vont finalement descendre. Mais avant toute chose, Simon, comment ça va aujourd'hui? Très bien, et toi, Antoine? Ça va bien, content de te parler. Beaucoup de choses qui arrivent avant que l'été soit à nos portes. Les taux d'intérêt, on enregistre le podcast le 5 juin 2024. On devrait avoir des nouvelles si ce n'est pas dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Peut-être qu'on pourrait commencer là-dessus. Les taux d'intérêt au Canada sont à 5 depuis un bon bout de temps maintenant avec la Banque du Canada. On s'attend peut-être à les voir descendre. Quelle est ta vision sur tout ça? Est-ce qu'on va avoir des changements quand le podcast va sortir? Est-ce que ça va être plus bas ou est-ce que ça va être resté au même endroit que c'est en ce moment? Bien, c'est ça. On a une réunion aujourd'hui de la Banque du Canada. Moi, mon intuition, puis ce que j'espère, c'est qu'on ait une réduction de 25 points de base parce que, surtout vendredi, là, la semaine dernière, les chiffres du PIB ont sorti au Canada. 1,7 de croissance. C'est bien, mais on s'attendait à 2,2. Puis si on regarde, tant au Canada aussi, hein, surtout au Canada, mais de plus en plus aux États-Unis, là, on commence à voir que finalement, la médecine des banques centrales font leur effet. Donc, on voit au niveau de l'emploi, il y a moins d'ouverture de postes. Au niveau des industries, surtout dans le secteur industriel, il y a un fort ralentissement. Donc, sûrement des gens qui écoutent le podcast vont reconnaître que là, on commence à ressentir les effets. Puis là, ça va être difficile pour les banques centrales, c'est du jamais vu. Donc, est-ce qu'ils ont trop retardé? Est-ce qu'ils peuvent le faire trop vite? C'est vraiment pas évident. Donc, je pense qu'on va commencer à avoir un processus de baisse de taux, mais ça va être très graduel. Puis je pense que la Banque du Canada va observer les résultats réunion après réunion avant de prendre leur prochaine décision. Donc, on s'attendrait à peut-être des taux qui varieraient à peu près aux alentours de 4,75 si je comprends bien de ce que tu nous dis. Et par la suite, il y a certaines personnes qui disent qu'il y aurait peut-être d'autres baisses de taux d'ici la fin de l'année. Selon toi, ça serait selon ce qui va se dérouler dans les prochains mois pendant l'été, mais c'est toujours d'actualité qu'on peut espérer voir ces fameux taux aller à la baisse. Oui, surtout au Canada, parce qu'au Canada, c'est différent. Il ne faut pas oublier là, le 2/3 de l'économie, c'est entre les mains du consommateur. Puis au Canada, on vit vraiment la hausse de taux d'intérêt de manière totalement différente que le consommateur américain. La majorité des consommateurs américains ont des taux hypothécaires fixes pour 30 ans. Donc, même si les taux grimpent, doublent, ça les impacte peu. Aux États-Unis, ça n'existe pas des marges de crédit hypothécaires. Mais nous, c'est ce qu'on vit. Donc, une maison sur 3 a une marge de crédit hypothécaire. Une maison sur 3 n'a pas de dette. Et une maison sur 3 a un taux fixe renouvelable aux 5 ans. Donc, le consommateur commence à vivre ces hausses-là. Puis c'est pas évident pour certaines personnes, même ceux qui ne sont pas propriétaires de maison. Là, il y a de l'inflation alimentaire, l'inflation aussi au niveau de l'essence. Ce qui a vraiment fait que l'économie n'a pas ralenti aussi vite que plusieurs analystes s'attendaient, c'est les salaires. Les salaires après inflation, aujourd'hui, par rapport à ce qui était avant le COVID, sont vraiment plus élevés. Puis c'est ça qui se supporte. Mais il y a quand même une limite. Et là, on commence à voir justement. Donc, est-ce qu'en juin, on va avoir une baisse? Moi, je pense que oui, mais c'est certain que moi, je crois que le processus, s'il ne commence pas là, ça va être en juillet. Intéressant. Et bon, on a fait un événement en présentiel le 24 mai dernier. Tu étais avec nous. Tu as donné beaucoup de conseils, d'astuces que tu as vues qui se déroulaient sur le marché. Et tu revenais tout juste d'un voyage en Europe. Et tu as mentionné quelque chose à l'audience qui a quand même marqué mon esprit. Tu as dit, je te cite, « Quand on se compare, on se console ». Qu'est-ce que tu as vu dans ton voyage en Suisse? Qu'est-ce qui différencie un petit peu ce qui se déroule dans l'économie peut-être européenne que ce qu'on voit au Canada? Tu nous as parlé des États-Unis, mais je pense que ça peut être bon pour notre audience aujourd'hui de donner une vue à 360 degrés de ce qui se déroule. Bien, je vais parler de la relation Canada-États-Unis, puis après, on va ramener ça par rapport à l'Europe, que lorsqu'on
qu'on assiste à des conférences là-bas, ce qu'on peut observer, c'est que depuis 2015, le Canada commence à se séparer des États-Unis. Puis c'est pas une donnée encourageante, c'est vraiment au niveau du PIB par habitant. Donc, depuis 10 ans aux États-Unis, on voit en bourse, là, c'est mon carré de sable, le S&P 500 surperforme toutes les autres catégories, Ouais. tous les indices mondiaux de manière significative. Parce qu'ils ont le talent, ils ont le capital, ils ont une culture entrepreneuriale beaucoup plus agressive. Puis la base de l'innovation, ça se passe aux États-Unis. On était inquiet du conflit États-Unis-Chine, mais on voit encore que ça se passe aux États-Unis. Et là, le Canada, vraiment, on a de la misère à suivre, à faire les gains de productivité que les Américains font. On a de la misère à suivre le PIB par habitant. Donc, je donne un exemple. Le PIB par habitant au Québec est 2 fois moins élevé qu'à des États significatifs comme celle de la Californie ou de New York. Donc, tranquillement, les Américains gagnent des parts de terrain, puis c'est un défi. En ce moment, je pense qu'on pose des gestes quand même intéressants parce que on a le talent, on a les universités, on a le capital, et là, on a une politique d'immigration qui, à moyen terme, je pense, va porter du fruit pour justement gagner du terrain. Ce qui manque au Canada un peu, c'est des champions canadiens qui vont être les viviers de futurs talents. Donc, on peut penser à des sociétés souvent les sociétés canadiennes qui tirent bien l'épingle du jeu sont achetées par un stratégique américain, mais s'il y avait une durée de vie plus longtemps qui aurait resté au Canada, ben, je donne un exemple. Research in Motion, c'est une société qui n'a pas bien terminé son histoire, mais à Waterloo, il y a plein de nouvelles startups qui sont qui naissent à partir de cadres d'entreprise qui ont travaillé chez Research in Motion et qui ont évolué dans leur évolution. Quand on regarde l'Europe, par contre, l'Europe, non seulement l'écart du PIB par habitant n'a pas progressé depuis 10 ans, mais il n'a pas bougé, tandis que nous, on a quand même une certaine progression. Et en Europe, on voit vraiment qu'eux s'attaquent à toute la montée des réseaux sociaux. Là, l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place et eux autres, la réglementation. Ils ont vraiment axé le volet de comment on encadre ça, c'est quoi les politiques qu'on devrait établir. Mais à un certain point, c'est du colbertisme, c'est un interventionnisme qui fait que ça ralentit l'innovation. Et là, ce qu'on voit, c'est que si tu es un jeune Européen qui a une idée géniale, puis tu veux fonder ta start-up, ben, ta première chose que tu vas faire, c'est t'acheter 2 billets d'avion pour aller à Silicon Valley, puis tu vas aller baser ton entreprise là-bas. Donc, je pense que le Canada, on a plus le potentiel de jouer sur des certaines manettes, là, appuyer sur les bons endroits pour essayer de refermer cet écart-là. Le Québec, on le fait par rapport à l'Ontario en ce moment. Je pense qu'on peut le faire un peu mieux par rapport aux États-Unis. Mais je pense qu'il y a des régions géographiques comme l'Europe qui ont vraiment des défis plus significatifs. Puis si on regarde les autres régions, si on regarde l'Asie, l'Inde, c'est phénoménal sa croissance. L'Indonésie, la Chine, il ne faut pas la sous-estimer. Le Golfe? Oui, exactement. Ben oui, exactement. Il y a des personnages comme MBS qui sont très challengés en Arabie, mais je veux dire, il y a vraiment des initiatives significatives. Donc, je suis un peu inquiet pour des régions. Moi, en tant qu'investisseur, quand on regarde d'un point de vue géographique, l'Europe, je pense qu'ils ont certains défis par rapport à d'autres régions. Si on se projette, si on fait des processus d'investissement sur les 10 prochaines années. Et est-ce que c'est simplement culturel, selon toi? Tout ça qui se déroule, est-ce que c'est, comme tu l'as mentionné, la faute du gouvernement d'être un petit peu trop interventionniste dans l'économie? À quoi expliques-tu le tout quand tu discutes avec des gens sur place, quand tu entends un peu les différents sons de cloche qu'il y a dans les différentes entreprises? Moi, je pense que c'est pas la faute de quelqu'un, c'est plus l'exception américaine qui de plus en plus démontre à quel point elle est distincte des autres régions. Donc, la culture du risque, le bassin de talents sont encore capables d'attirer des talents. L'immigration est d'excellente qualité. Les universités ils ont vraiment une philanthropie qui est importante par rapport à d'autres régions. Ça fait un peu, en anglais, on dit un flywheel effect. C'est un enclencheur qui fait que avec le temps, c'est comme l'intérêt composé, de plus en plus tu vois l'écart. Fait que moi, je trouve vraiment ce qui se passe, c'est que d'un point de vue économique, l'exception américaine se fait voir. Je donne un exemple anecdotique, mais pensons au COVID. Quand le COVID est arrivé, je veux dire, tu as le gouvernement américain, tous les États, il y a différentes philosophies. Il n'y a jamais autant d'écart d'idéologie entre les gens, mais ça reste que les Américains, au bout de la ligne, se sont
c'est eux autres qui ont été capables non seulement d'innover en ramenant une technologie de vaccin ARN messager, mais c'est aussi de faire la production, de faire la distribution à l'international. C'est un exemple qui démontre à quel point, d'un point de vue économique, ils se distinguent. Donc, selon toi, Simon, qu'est-ce qui fait la force tant que ça des Américains? C'est le capital qui est vraiment en croissance. Donc, il y a beaucoup de capital. Il y a une concentration du talent. Et beaucoup de gens émigrent vers les États-Unis pour poursuivre leur cheminement en termes d'innovation dans leurs carrières respectives. Puis, c'est une culture du risque qui est vraiment présente. On accepte de prendre le risque, on accepte de vivre avec l'échec. Il n'y a pas une honte par rapport à ça. Donc, c'est vraiment, je pense que dans un monde où on voit des changements significatifs en technologie, là, on regarde juste ce qui se passe en medtech, technologie médicale, mais surtout en intelligence artificielle. Je pense que il y a un certain hype au niveau de l'intelligence artificielle, là, peut-être démesuré en bourse dans certains titres, mais à moyen terme, sur 5 ans, sur 10 ans, je pense qu'on va faire des gains de productivité immenses qu'on sous-estime. Et d'après moi, je ne sais pas ça va être quelle entreprise, ça va être sûrement des nouvelles qui vont émerger, mais leur siège social va être très probablement aux États-Unis. Bon, c'est des choses qu'on voit et qu'on revoit. Et parlant des États-Unis, le marché boursier semble bien se dérouler. Le Nasdaq a fait 14 de bond depuis le début de l'année 2024. Le S&P 500, 12 de croissance. Il y a eu les états financiers pour le premier trimestre qui sont sortis il y a quelques semaines, quelques mois de ça maintenant. Comment vois-tu la situation? Qu'est-ce que tu interprètes de ce qu'on a été capable de voir jusqu'à maintenant? Même si on voit des bons chiffres en bourse, je trouve que c'est un trimestre qui a été moins bon qu'on s'attendait. Puis là, je vais m'expliquer, c'est que l'indice monte à cause qu'il y a une poignée de titres qui grimpent. Les 6 plus grandes capitalisations en bourse sur le S&P 500 correspondent à 35 de l'indice. Puis il y a Nvidia qui est vraiment la coqueluche. Puis là, on voit vraiment un engouement significatif. Par contre, quand on regarde d'autres secteurs, si on veut suivre l'économie, on peut regarder l'indice du transport, ça va beaucoup moins bien. Même en tech, les sociétés de logiciels, on a des sociétés comme Salesforce qui ont chuté de 20 puis on en a d'autres. On voit vraiment que les entreprises réduisent leurs dépenses, le consommateur revoit le budget. Et là, c'est de moins en moins l'indice, c'est le reflet de ce qui se passe d'un point de vue économique. Pensons là, aux États-Unis, 44 de l'économie, c'est des PME. C'est pas reflété dans l'indice. Puis aujourd'hui, l'indice de S&P 500, c'est presque 40 de l'indice qui est en tech. Puis là-dedans, il y a des compagnies qui ne sont même pas dans la technologie, comme Amazon, Meta ou Google, qui devraient l'être. Donc, on voit vraiment l'exception de sociétés qui capitalisent sur leur avantage concurrentiel. Nvidia a vraiment un avantage concurrentiel en termes d'intelligence artificielle puis tire le marché vers la hausse. Mais on voit dans les résultats trimestriels que c'est pas dramatique, mais le consommateur commence à lever le pied. Puis je rappelle aux gens, c'est ce qu'on voulait à la base. On voulait que la médecine des banques centrales fasse son effet, que l'inflation se calme. On est en train de faire un atterrissage. Puis à date, c'est encore en douceur. Faut être prudent par rapport à ça, mais définitivement, on n'a pas la même économie qu'on avait par rapport à il y a 12 mois. Et on s'attend quoi pour le reste de l'année? Tu parles d'atterrissage en douceur. Est-ce que c'est ce qu'on voit, ce qu'on perçoit un petit peu avec les analystes autant canadiens qu'américains? Est-ce que toi, tu vois autre chose? Bien, il y a 4 facteurs à observer. En ce moment, moi, je vois 4 risques. Il y a l'état de l'économie. Est-ce que les taux d'intérêt vont rester trop élevés trop longtemps puis l'économie va décélérer plus vite qu'on l'imagine? Il y a ça à surveiller. Deuxième point, c'est l'inflation. Là, l'inflation au Canada est à 2,7 %. C'est pas loin de la cible de 2 %, mais ça se peut qu'on découvre que finalement, l'inflation est plus collante qu'on l'imaginait. Les salaires sont élevés. Il y a un changement démographique à venir. Je n'ai parlé lors de notre conférence, mais juste aux États-Unis, on va passer de 55 millions de personnes âgées de plus de 65 ans à 80 millions d'ici 10 ans. Puis il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Donc, il y a une inflation salariale. Et là, on a des grands projets d'infrastructure pour décarboner l'économie, ramener le manufacturier de proximité au Canada, aux États-Unis. C'est aussi inflationniste. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on vit dans un monde où l'inflation est plus élevée puis on va vivre avec des taux d'intérêt plus élevés qu'anticipés? Ça, c'est le deuxième risque. Troisième risque, c'est les tensions géopolitiques. On a 2 conflits au Moyen-Orient puis en Ukraine. Est-ce que ça peut escalader? Et finalement, l'élection américaine qui a lieu en novembre. Je pense que ça, c'est 4 facteurs qui, durant la période estivale, vont amener son lot d'incertitudes. Puis on n'aura pas assez de données pour le sujet économique qui vont un peu nous permettre de statuer si finalement l'atterrissage est effectivement en douceur.
Si c'est le cas, le marché a encore de la place pour croître parce que les évaluations ne sont pas si déraisonnables que ça. Mais ça reste que je pense que le marché a vécu une très bonne hausse l'année dernière. Encore un bon début d'année. À un certain moment, ça se peut que le marché tergiverse jusqu'à temps qu'on ait plus de lumière vers où on se dirige. Et bon, peut-être qu'on va avoir des réponses après l'élection américaine parce que c'est souvent ça qui dicte le tempo pour la prochaine année. Simon Plante, merci beaucoup. Si on veut en savoir plus sur tes services, meilleur endroit pour te rejoindre? Bien, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, Groupe Plante, pour écouter nos commentaires hebdomadaires sur le marché. Puis sinon, je suis convaincu qu'on va se recroiser sur ton podcast éventuellement, Antoine. On n'aura pas le choix, il nous manquait des segments économiques. Simon, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.